Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par l'Artcademy. Aujourd'hui, on va apprendre à maîtriser son réflexe en vidéo pour pouvoir filmer comme un pro. Le tuto va s'axer sur deux grandes parties, la théorie et la pratique, comme au bon vieux temps. Sur la partie théorie, je vais essayer de vraiment être le plus simple possible pour que vous puissiez comprendre. Et là, cette vidéo va vraiment s'orienter vers les débutants, ceux qui n'ont vraiment jamais pratiqué de vidéo avec leurs réflexes et qui cherchent la vidéo pour apprendre. Donc vraiment, on va y aller tout doucement. Et après, on va avoir la partie pratique qui va permettre d'illustrer un petit peu tous mes propos et qui permettra de lever le voile sur des zones d'ombre que vous aurez peut-être sur la partie théorie. Là, comme ça, vous aurez toutes les cartes en main pour pouvoir réussir à faire de super vidéos. Il y a généralement un mode dédié à la vidéo. Exemple, sur le 600D, il y a un mode vidéo dédié. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est très important de commencer par ça, tout simplement parce que les paramètres vidéo, les menus vidéo, vont s'afficher qu'une seule fois ce mode activé. On va s'attaquer à une étape indispensable, alors soyez très attentifs. Une fois dans votre onglet de sélection des différents modes de captation, vous avez différents choix qui s'offrent à vous. Pour choisir son format de captation, il faut tenir compte de deux choses. La qualité, ou résolution, ou tout autre terme qui veut dire la même chose, on n'est pas là pour épiloguer sur le terme exact, et le nombre d'images par seconde, ou IPS, ou FPS, ou tout autre terme voulant dire la même chose, on n'est pas là pour épiloguer sur le terme exact, et on n'est pas là non plus pour radoter. Pour la résolution, la qualité, je vous conseille de bannir les formats 4 tiers qui sont présents sur certains réflexes encore et sur les GoPro par exemple. Tout simplement car ces formats vont vous donner une image carrée. C'est en fait l'ancêtre du format 16 neuvième qui est répandu maintenant sur la quasi-totalité de la planète. Donc si vous filmez avec ce format-là, vous allez vous retrouver avec une image carrée et c'est pas forcément génial. À part bien sûr si c'est une volonté de votre part. Si votre projet créatif, votre idée de tournage s'axe sur ce format 4 tiers-là, alors allez-y, foncez. Pour le reste, les formats 16 neuvième sont ceux à choisir dans la quasi-totalité des cas. C'est ceux qui vont être lus sur tout périphérique et qui vont permettre d'avoir une image complète, de ne pas avoir de bandes noires sur le côté qui vont vous permettre d'avoir ce format carré-là. Les formats les plus répandus vont être le format 4K, le format 1080 et le format 720. Pour vous donner un petit exemple, c'est les formats que vous allez voir sur YouTube. 4K, 1080, 720, c'est les formats qui sont présents. Pour les images par seconde, les différents formats proposés vont vous permettre de sélectionner le nombre d'images que le réflexe va filmer en une seule seconde, d'où le terme image par seconde. Pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, on a régulièrement parlé du timelapse. Et bien à l'inversement du timelapse qui consiste à accélérer le temps en capturant le moins d'images possible, plus on va choisir un mode avec beaucoup d'images par seconde, plus on va être en mesure de créer un ralenti, et donc de ralentir le temps. Au cinéma, un film se visionne en 24-25 images par seconde, ce qui permet d'avoir un rendu visuel qui se rapproche de la réalité, qui se rapproche de notre vision. En dessous, notre cerveau verrait une saccade entre chaque image, ce qui ne serait évidemment pas réaliste. Dans la réalité, on ne voit pas les mouvements des gens saccadés. Quand on tourne la tête, on ne voit pas l'image saccadée non plus. Donc, c'est le minimum qu'on puisse faire, et en fait, c'est le format le plus adapté à notre vue. Quand on compare à un vieux film ou au vieux dessin animé qui était saccadé, par souci de budget par exemple, avec les dessins animés où pour pouvoir faire un grand nombre d'images par seconde, il faut faire un grand nombre de dessins et donc ça coûte beaucoup plus cher. Et également par souci technologique avec les premières caméras où au tout début elles n'étaient pas en mesure de filmer plus de par exemple 10 images par seconde ou 15 images par seconde, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est grâce à la technologie que maintenant on en arrive là. Pour en revenir à nos formats de captation, plus on va choisir un format avec un grand nombre d'images par seconde, plus on va être en mesure de ralentir le temps, car on va avoir plus d'informations pour pouvoir le réduire. En partant du principe que, en dessous de 25 images par seconde, on se retrouve avec une vidéo saccadée. Donc, si je filme avec un format de 25 images par seconde nativement, de base, eh bien je ne vais pas pouvoir ralentir ce fichier sans créer une saccade. Si je filme en 50 images par seconde, eh bien je vais pouvoir ralentir le film 2 fois avant de commencer à ressentir de la saccade. Et pour finir, si je filme en 120 images par seconde par exemple, je vais pouvoir le ralentir presque jusqu'à 5 fois avant d'obtenir un rendu saccadé. Je pense que de là, vous avez compris le truc. On va maintenant parler d'un petit point qui fait souvent beaucoup parler de lui, mais qui au final ne sert pas à grand chose. PAL
ou NTSC? Ah, bonne question ça, hein? On se demande tous. À l'époque de l'analogique, ces deux types d'encodage concernaient les normes européennes et américaines, PAL pour européenne, NTSC pour américaine, et c'était en fait la fréquence sur laquelle étaient réglés les téléviseurs vendus en Amérique et les téléviseurs vendus en Europe, et c'était la fréquence à laquelle ils étaient capables de visionner une image. À l'heure actuelle, tous les périphériques qui lisent des vidéos, des images, sont en mesure de lire les deux. Donc du coup, ça va vraiment être une question de préférence. La seule chose à essayer de respecter quand même, c'est que si vous allez filmer en NTSC par exemple, eh bien, quand vous allez faire votre montage et que vous allez créer votre film final, eh bien, votre fichier, il faudra qu'il soit en NTSC. Et puis si vous filmez avec plusieurs caméras, essayez de toutes les mettre en PAL ou toutes les mettre en NTSC pour éviter tout mélange. Après, franchement, à un certain niveau, ça pose aucun problème. Là, c'est quand on arrive c'est quand on commence à monter dans les hautes sphères de la conception vidéo, parce que bon, voilà, c'est des choses vraiment très infimes. Personnellement, je filme quasiment tout le temps en NTSC avec le format 30 images par seconde. Plus exactement 29,97 images par seconde. Voilà, histoire de toujours faire des trucs un peu plus fun. Voilà, donc ça j'aime bien, tout simplement parce qu'il y a un petit peu plus d'images que le format 24-25 images par seconde. Et je trouve que c'est un petit plus qui permet d'être un petit peu plus net. Tout simplement parce que comme je suis plus spécialisé dans le sport et que j'ai beaucoup plus filmé de sport, je trouvais que le format 30 images par seconde permettait d'être plus net sans être trop net. Ça permettait quand même d'avoir une petite fluidité en plus qui n'était pas négligeable et que je trouvais sympa. En revanche, pour les formats de fiction, si vous voulez filmer de la fiction, des petits courts-métrages et tout ça, les formats 24-25 images par seconde sont très bien, se rapprochent vraiment de la réalité. Vous avez vraiment un rendu qui sera beaucoup plus authentique et ça peut être vraiment sympa. Mettez-vous bien ça en tête, le format ultime n'existe pas. C'est vraiment à vous de le choisir sur le moment et de choisir celui qui sera le plus adapté à la situation. Un exemple tout bête, c'est super de filmer en 4K, c'est vraiment magnifique, c'est un fichier qui est extrêmement défini, vous êtes 4 fois plus défini que la HD normale. Le problème, c'est que si vous avez un ordinateur derrière qui n'est pas assez puissant pour ne serait-ce que simplement ouvrir le fichier, eh bien ça ne sert à rien. Donc ça, c'est déjà un point à prendre en compte. Également, plus vous allez choisir un format vidéo de haute qualité avec un grand nombre d'images par seconde, plus votre fichier final, plus votre vidéo finale sera lourde et donc prendra beaucoup de mémoire. Si vous avez donc très peu de cartes mémoire ou des cartes mémoire de petite capacité et que vous devez filmer longtemps et que vous n'avez aucun autre moyen d'enregistrer, il est peut-être judicieux de prendre un format qui est un peu moins défini pour pouvoir filmer plus longtemps. Par exemple, je vais prendre un exemple titanesque, mais c'est pour que vous compreniez bien le truc. Avec mon Index, si je filme en 4K 30 images par seconde, je peux filmer 16 minutes avec 64 Go. Ça fait pas beaucoup. Si je veux filmer en 4K 60 images par seconde, donc le double d'images par seconde, je peux filmer seulement 8 minutes. D'autant plus qu'au-delà du fait qu'on va pouvoir filmer plus longtemps, ça va être aussi moins de données à stocker après. Parce que c'est aussi quelque chose à prendre en compte, parce que toutes les images que vous avez filmées, il va falloir les stocker au bout d'un moment, non seulement pour faire le montage, mais puis après si vous voulez les garder, si c'est des images de vacances, de famille, de tout ce que vous voulez les garder, eh bien si après ça devient une escalade et ça devient l'horreur. Je vous passe les détails, quand on filme 8 minutes à 64 Go, je vous laisse imaginer la taille des disques qu'il faut avoir derrière. Je vous ferai une vidéo juste pour ça si vous voulez, mais je peux vous garantir que c'est l'horreur. Et un petit dernier, comme ça, pour le fun, plus vous allez choisir un format haute qualité avec un grand nombre d'images par seconde, plus vous allez fatiguer votre caméra. Tout simplement, elle va vider sa batterie plus rapidement parce que vous lui demandez beaucoup plus de ressources. Donc, c'est aussi quelque chose à avoir en compte. Si vous n'avez pas beaucoup de batterie avec vous, ou si vous n'avez pas de moyen de la recharger sur place parce que vous êtes en pleine nature pendant 3 jours, eh bien, c'est bien beau de pouvoir filmer en 4K 60 fps, mais si vous pouvez filmer seulement 2 heures parce qu'après votre caméra elle est vide et que vous n'avez plus de batterie, ça ne sert pas à grand chose. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte au moment de sa captation, avant de commencer à filmer et prévoir tout ça. C'est tous ces points et ces exemples que je viens d'aborder juste là qui vont vous permettre de vous orienter dans votre choix de format, dans votre choix de nombre d'images par seconde, dans votre choix de qualité, au moment de votre captation, afin de choisir le meilleur format pour vous. Ça serait tellement plus simple qu'il y en ait un universel et que ça fonctionne pour tout le monde et que ce soit cool. Ça ne marche pas comme ça et ça va vraiment être au moment de la pratique, ça va vraiment être en expérimentant, en se retrouvant dans des situations délicates, parce que vous allez forcément vous retrouver dans des situations délicates et que vous allez apprendre et que vous allez vous perfectionner dans tout ça et que vous allez pouvoir vraiment vous familiariser vraiment avec ces formats, avec les choix que vous allez faire et vous allez être de plus en plus pertinent sur ça. Maintenant que notre format de captation est choisi, qu'on sait comment on peut faire et qu'on est en mesure de le choisir, on va passer au réglage de l'image en elle-même.
La bonne nouvelle, c'est que les réglages basiques de la vidéo sont beaucoup plus simples que les réglages de la photo. Tout simplement parce qu'en vidéo, on va avoir directement un retour sur l'écran arrière du réflexe qui va vous permettre de voir concrètement l'image que vous êtes en train de filmer, ce qui n'est pas le cas en photo. La mauvaise nouvelle, parce qu'il y en a toujours une forcément, c'est que si vous ratez vos réglages de votre vidéo, eh bien il sera quasiment impossible en post-production de rattraper vos erreurs. Contrairement aux appareils photo qui ont le format RAW, qui eux permettent une grande marge de manœuvre en post-production et qui permettent de récupérer les erreurs, en vidéo, ce format-là est très peu répandu. Il va être répandu vraiment sur des caméras vraiment haut de gamme. Même si la technologie va certainement démocratiser ce format-là sur les caméras à l'avenir, pour l'instant ce n'est pas encore le cas, et donc il est très important de réussir ces réglages-là. Il existe des techniques pour compenser l'absence de ce format RAW dans sa caméra, mais ça ne s'adresse pas vraiment aux débutants, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur le sujet maintenant, mais on y arrivera bien sûr quand on sera de vrais pros, il n'y a pas de souci. Et puis vous en faites pas parce qu'il y a aussi une autre bonne nouvelle, c'est que cette vidéo est là pour vous apprendre à bien faire vos réglages. Donc si vous la suivez bien jusqu'au bout, il n'y a pas de raison que vous vous ratiez. Mettez-vous bien en tête que pour la vidéo, sauf cas exceptionnel, il va être indispensable de se mettre tout le temps en mode manuel pour éviter toute variation d'exposition pendant la vidéo, chose qui est très peu esthétique. Comme pour les réglages en photo, il y a trois principaux paramètres, la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme et l'ISO. Si vous voulez voir vraiment en détail ces trois paramètres-là, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur maîtriser son réflexe en photo. Et là, je décris vraiment ces trois paramètres-là de manière précise, ce qui va vous permettre de vraiment les comprendre concrètement. Voilà, je vous invite à y aller si vous en avez besoin. En vidéo, pour la vitesse d'obturation, c'est relativement simple. Il suffit, dans la quasi-totalité des cas, de se mettre à une vitesse d'obturation au double de la fréquence d'image que vous utilisez. En gros, si vous avez choisi un format de vidéo de par exemple 25 images par seconde, eh bien votre vitesse d'obturation, vous allez la mettre sur 50. Vous ne pouvez pas baisser votre vitesse d'obturation en dessous du nombre d'images par seconde de votre format. C'est-à-dire que si vous filmez en 25 images par seconde, eh bien vous ne pourrez pas descendre en dessous de 1/25e de seconde. Plus vous augmentez votre vitesse d'obturation, plus la scène que vous allez filmer va être décomposée et donc saccadée, et donc vous allez vous éloigner de la réalité. C'est donc quelque chose qui, dans la majorité des cas, est à éviter. Personnellement, comme je filme généralement du sport, je recherche souvent à avoir quand même une image nette et avoir une décomposition justement du mouvement qui est très fine. Donc je vais filmer quelque chose de manière à ce que ça ne se rapproche pas réellement de la réalité, mais que ça soit encore plus précis que la réalité. Donc généralement, je peux régler ma vitesse d'obturation par exemple à 3 fois celle de mon nombre d'images par seconde. Après, c'est quelque chose que moi j'ai expérimenté comme ça et que je préfère. C'est vraiment complètement personnel. C'est à vous vraiment de vous faire votre propre idée avec votre expérience et voilà. Pour l'ouverture du diaphragme en vidéo, il est important d'utiliser des objectifs très lumineux pour deux raisons. La première raison, c'est que le format vidéo nous oblige à avoir une vitesse d'obturation relativement élevée. Et donc, si on est dans des environnements de basse lumière, fin de journée, en intérieur et tout ça, il va être important d'utiliser un objectif lumineux. Et en vidéo, je vais vraiment conseiller un objectif minimum 2.8 pour être confortable, aller jusqu'à 1.4 pour être vraiment tranquille. La deuxième raison est totalement esthétique. Filmer à 1.4 ou filmer à 2.8 va vous permettre d'isoler votre sujet et de le détacher du fond en rendant ce fond flou, en rendant l'environnement dans lequel votre sujet évolue vraiment flou. Ça, c'est incontestablement quelque chose qui est inévitable, que ce soit en photo ou en vidéo. Plus vous allez détacher votre sujet du fond, plus vous allez avoir du flou, du bokeh, plus ça va être esthétique. Bon, après, il ne faut pas que tout soit flou. Si vous êtes tout flou, ça devient plus trop intéressant, quoi. Et également, même si vous avez filmé par exemple un paysage et que vous allez chercher à avoir une grande zone de netteté, rester quand même à une ouverture de 2.8 va permettre de créer un grain et un look à votre image qui va être beaucoup plus cinéma, qui va être beaucoup plus esthétique, beaucoup plus ronde, beaucoup plus douce. Et en vidéo, c'est quelque chose aussi qui est vraiment très importante. L'ISO, ISO, pour les fans, ça vous fera peut-être rire. La gestion de l'ISO est beaucoup plus laborieuse en vidéo qu'en photo, tout simplement parce que le grain numérique va se révéler beaucoup plus rapidement en vidéo qu'en photo, et en plus de ça, en post-production, c'est très compliqué de supprimer le bruit numérique. Donc il est important de se limiter, on va dire à 800 ISO.
Moi je filme avec des réflexes qui sont réputés quand même pour bien monter dans les ISO, que ce soit le 1DX Mark II ou le 5D qui se débrouille quand même pas trop mal, même s'il est quand même bien dépassé maintenant. Je me force toujours le plus possible à ne pas dépasser les 800 l'ISO pour avoir une image la plus dénuée de bruit numérique qui reste lui pas esthétique du tout à mon sens. Donc essayez de rester dans une plage entre 50 et 800. Après 800, pour certains appareils, ça peut s'avérer être quand même assez élevé. Essayez à 400 si possible, mais ça va être possible uniquement avec un objectif lumineux. Donc c'est pour ça que l'objectif va vraiment être indispensable dans la vidéo et ça va vraiment être grâce à lui que vous allez pouvoir vous en sortir convenablement et pouvoir créer de belles images. La balance des blancs, comme en photo, c'est quelque chose d'indispensable. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la balance des blancs, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur maîtriser son réflexe en photo. Là, j'explique beaucoup plus précisément ce que c'est. Pour ceux qui savent, eh bien, c'est pareil, la balance des blancs en vidéo, si vous la ratez, eh bien, ça va être très compliqué de la rattraper en post-production. En fait, voilà, vous avez intérêt à jamais vous rater. Donc, votre balance des blancs, ce qui va être important, c'est d'éviter le plus possible la balance automatique. Elle peut s'avérer pratique dans des cas où vous n'avez pas le temps, vous devez filmer quelque chose rapidement et donc voilà, vous passez sur ça. Mais si vous êtes vraiment dans une optique de conception artistique, dans une optique vraiment de maîtriser ce que vous voulez faire, eh bien, il va vraiment falloir le faire manuellement. Vous avez les modes préconçus, que ce soit lumière du jour, ombragé, nuageux, voilà, ces modes-là qui sont relativement bien, qui vont relativement vous satisfaire dans beaucoup de situations. Après, si vous avez la possibilité de régler votre balance manuellement, et bien là, ça va vous permettre de faire votre réglage vraiment précisément. Puis, il faut vraiment avoir en tête aussi que la balance des blancs va vraiment dégager un style à votre image. Qu'elle soit chaude ou qu'elle soit froide, ça va vraiment changer complètement la scène. Ce qui compte, c'est d'être maître de son réflexe, de ses réglages. Donc, c'est vous les maîtres, c'est vous qui décidez. Et puis, à partir du moment où vous décidez, vous avez raison. Le point important, dans la quasi-totalité des situations, il ne faut pas se fier à l'écran de votre réflexe pour faire votre réglage d'exposition. Tout simplement parce que les conditions lumineuses un peu fortes ou les conditions lumineuses un peu hasardeuses eh bien, vont fausser le rendu de votre écran. Donc ce n'est pas l'écran lui-même qui va vous aider dans votre réglage d'exposition, ça va être les outils qui sont mis à disposition, qui existent dans votre appareil parce que votre appareil est très bien conçu, qui vont vous permettre de pouvoir faire ça de manière sûre. Vous avez votre petite règle d'exposition qui va de -3 à +3. Ça, je l'explique aussi précisément dans la vidéo sur les réglages en photo, vous pouvez aller la voir. Et vous avez également l'histogramme. Si vous pouvez afficher l'histogramme, ça va être une des solutions les plus ultimes pour être bien sûr de votre exposition. Une fois que vous l'avez affiché, il suffit que les données présentes dans cet histogramme ne soient ni trop à droite ni trop à gauche et qu'elles ne sortent pas de l'histogramme sur le dessus. Toutes les données qui sont trop à droite, trop à gauche ou qui sortent sur le dessus sont considérées comme perdues et donc irrattrapables. Comme là, en plus de ça, nous ne filmons pas en RAW, eh bien, il sera impossible de les rattraper. Maintenant qu'on est des vrais pros de la théorie, on va pouvoir passer à la pratique. La première chose qu'on va commencer à faire, ça va être tout simplement d'allumer son réflexe. C'est parti, je l'allume. J'ai mis un écran juste au-dessus pour le retour et pour que ce soit plus facile pour vous de voir. Donc là, pour l'instant, rien n'est fait. On va vraiment faire comme si c'était la première fois que je me mettais en vidéo. Donc je vais choisir le mode vidéo. Donc c'est parti, me voilà en mode vidéo. Donc là, le retour va se lancer. Voilà, le retour s'est lancé. Donc c'est seulement maintenant que je vais pouvoir aller dans les menus. Hop, et voilà. Et là, vous voyez que vous avez les modes vidéo qui sont affichés. Si je me retire du mode vidéo, là je me suis retiré du mode, je me suis mis en mode gros plan, je vais lancer le menu. Et là, vous voyez, les modes vidéo ne sont pas accessibles. Donc voilà l'importance de se mettre en mode vidéo. La première chose que je vais faire, comme je vous ai expliqué, c'est de me mettre en mode exposition de la vidéo en mode manuel. En activant cette fonctionnalité, c'est ce qui va me permettre de pouvoir régler tous mes paramètres en mode manuel. Et donc être complètement maître de mes réglages. Voilà, donc pour ça, on est très bien. Ensuite de ça, c'est la taille d'enregistrement qui va nous intéresser, et donc les formats, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, sur mon 600D, voilà ce qu'on me propose. Donc on va me proposer du 1920, donc c'est de l'HD, à 30 images par seconde, du 1920 à 24 images par seconde, et là on va passer sur du 720 à 60 images par seconde,
Et là après on passe sur du 640, je pense que du 640 ça doit être du format carré, on va tester ça. Voilà, vous voyez que sur le côté, là on est assez sombre, mais si j'éclaire un petit peu, vous voyez sur le côté les deux bandes noires qui sont ici, qui nous donnent donc un format carré, c'est ce qu'il vaut donc mieux éviter, parce que sinon vous allez vous retrouver avec les bandes. Ça, on l'a vu. Je vais donc choisir un mode standard, je vais me mettre en 1920 par 1080 en 30 images par seconde. Et là, ici, ce qui s'affiche, c'est le temps que je vais pouvoir filmer avec ce format, avec ma carte mémoire. Quand vous êtes à 29,59, ça veut dire qu'il y a des grandes chances que vous puissiez filmer plus. Tout simplement parce que votre réflexe peut filmer pendant 29 minutes et 59 secondes de manière ininterrompue. Une fois que vous avez dépassé ce délai-là, la vidéo va s'arrêter automatiquement et il faudra la relancer. Donc généralement, quand vous êtes à cette valeur-là, c'est que vous pouvez filmer encore plus longtemps. Donc très bien, je sélectionne mon mode. Après, on peut aller voir aussi, je vais vous montrer, ça va être dans ce mode ici qu'on va pouvoir choisir le système vidéo, que ce soit en NTSC ou en PAL. Je vais vous montrer la différence si vous vous mettez en PAL. Hop, si vous vous mettez en PAL, les modes d'image changent. C'est-à-dire que là, vous passez à 25 images par seconde en 1920 par 1080, ou alors vous allez avoir un mode en 24 images par seconde, un mode en 50 images par seconde et un mode en 25. Vous pouvez constater donc qu'en PAL, il y a moins d'images par seconde qu'en NTSC. Après, ça reste quand même assez infime, hein. Et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment une question de préférence. Moi, je préfère le NTSC, comme je vous l'ai dit, donc je vais me remettre en NTSC. Maintenant que mes paramètres vidéo dans les menus sont bons, eh bien, je vais pouvoir m'occuper de l'image. Donc là, je vais appuyer, on va se mettre en autre mode. Donc là, voilà, l'écran est un peu plus petit, mais comme ça, on peut voir l'affichage juste en dessous. Donc là, c'est absolument n'importe quoi. Donc comme je vous ai expliqué en vidéo, le but c'est de filmer avec une ouverture la plus grande possible. Là, l'objectif que je possède, c'est un objectif qui peut ouvrir jusqu'à 1.8, donc c'est un objectif qui est très lumineux. Pour l'exemple, on va essayer de se mettre à 4 pour voir un petit peu ce que ça nous donne. Hop. Voilà, donc là, si je me mets à 4, on est pas mal. Donc pour l'instant, la luminosité, ça c'est déjà un petit peu mieux. Je peux regarder ma règle rapidement ici. On voit quand même que je suis toujours surexposé de +1, même quasiment de +2. Comme je vous ai expliqué aussi, là je suis en 30 images par seconde. Donc ce qu'il faudrait que je me mette, c'est qu'en vitesse d'obturation, ici, je me mette à 60. Comme je vous l'ai expliqué, vous ne pouvez pas aller au-delà de 1/30 de seconde, vous êtes bloqué parce que vous êtes à 30 images par seconde. Donc on va se mettre à 60. Voilà. Donc là je suis à 60. Je vais regarder ma règle. Là je suis à +3. Donc je suis encore beaucoup exposé. C'est normal parce que si vous regardez ici, je suis à un grand nombre d'ISO. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le baisser. Là, je pense que je suis un petit peu sombre. Là, logiquement, si je regarde ma règle, je suis bien exposé. Là, on peut voir que la dominante de mon image est chaude. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier ma balance des blancs. Pour modifier ma balance des blancs, je vais appuyer sur le petit bouton Q et je vais donc aller la déplacer ici. Vous pouvez appuyer une fois et puis rappuyer une autre fois pour voir tous les modes dessus. Donc là, qu'est-ce que je vais choisir? Là, on est vraiment dans une ambiance un peu particulière parce que on a de la lumière du jour, il n'y a aucun éclairage particulier qui m'éclaire. Par contre, on est quand même dans une espèce d'ombre, mais on n'est pas trop non plus dans la pénombre, donc c'est un petit peu délicat. Si je mets le mode ombragé, je vais être à mon goût trop orange. Si je mets le mode lumière du jour, je le suis encore un petit peu, mais ça va. Donc, pour moi, le mieux c'est de rester en lumière du jour sur ce plan-là. On reste sur quelque chose qui reste assez réaliste. Donc voilà, pour ça, on est bien. Vous avez aussi les profils qui vont être ici. Vous pouvez choisir celui que vous préférez. Ça va impacter sur la netteté, sur le contraste, sur la saturation, sur la teinte de la couleur. Voilà, donc après, vous pouvez vraiment les modifier vous-même. Donc là, vous pouvez vous faire plaisir et essayer ce que vous préférez. Ou voilà, c'est vraiment comme vous le sentez. Là, je vais me mettre sur quelque chose de neutre. On va rester sur quelque chose de neutre. Voilà, ça va être très bien. Donc là, je retourne sur mes réglages et là, on est sur quelque chose qui est pas trop mal. On est un petit peu élevé en ISO, mais comme je vous l'expliquais, avec un objectif qui ouvre à 4 maximum, je choisis un objectif à 4 parce que c'est généralement, quand on débute, les objectifs qu'on a, hein, c'est des objectifs qui ouvrent à 3, 5, 5, 6, des choses comme ça. Donc là, une ouverture à 4, c'est généralement des ouvertures standards. Donc là, sur une ouverture à 4, ça va être très léger. Après, au pire des cas, vous pouvez encore baisser un petit peu votre vitesse pour éclaircir un petit peu. Donc ça reste quelque chose de possible, mais au détriment de la fluidité de votre plan. Maintenant, on va afficher notre petit histogramme pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là, votre histogramme il s'affiche ici. Ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas énormément de pertes.
Parce que si par exemple je pars trop dans le sombre, et ben là vous voyez, là on va commencer à perdre des données, et là on voit vraiment que l'histogramme s'affole et se plaque sur le fond gauche de l'histogramme, et aussi vous avez les pixels qui montent et qui sortent du cadre. Ça veut dire que vous ne pourrez vraiment plus rien récupérer. Donc le but c'est d'avoir quelque chose d'assez central. Donc là on est quand même sur quelque chose d'assez central avec quand même une dominante éclairée, mais là on ne peut pas faire grand chose. On est assez limité, donc au final on s'en sort pas trop mal, on s'en tire avec une image qui reste relativement correcte. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais pouvoir lancer mon enregistrement. Donc voilà, mon enregistrement est parti. Vous avez ici le timecode qui vous dit depuis combien de temps vous êtes en train de filmer. Donc souvenez-vous bien qu'avec les réflexes, vous pouvez seulement filmer pendant 29 minutes et 59 secondes, donc on va dire une demi-heure, qu'à partir de ce moment-là, après, si vous le dépassez, il faudra relancer la vidéo. Donc voilà pour cette partie technique-là. Maintenant, pour vous montrer un autre exemple, si j'ouvre mon objectif au maximum, c'est-à-dire là je vais l'ouvrir à 1.8. Là forcément je suis beaucoup plus lumineux, donc je vais baisser mes ISO, c'est le mieux à faire. Donc je me suis mis à 200. Donc là on regarde l'histogramme, il pique un petit peu trop quand même dans la haute exposition. Donc qu'est-ce qu'on peut tenter? On peut tenter de se mettre à 100 pour voir ce que ça donne. Et là le problème c'est que on va beaucoup partir dans la sous-exposition, hein. Là on voit que ça augmente ici et ça me dérange. Donc là, je vais vraiment rester comme ça. Je pense que c'est la meilleure solution pour la situation dans laquelle je suis, dans laquelle je me trouve. Et là, la différence que l'on va avoir, c'est que comme j'ai ouvert beaucoup, là je vais lancer la vidéo pour que vous puissiez voir en direct, comme j'ai ouvert mon diaphragme de manière importante, qu'est-ce que je vais avoir comme différence? Eh bien, je vais pouvoir vraiment faire le switch entre le premier plan et le second plan, et c'est ça qui va être vraiment esthétique. C'est-à-dire que là, on va vraiment pouvoir isoler un sujet, que ce soit la petite branche ou le sujet derrière, le petit tableau, eh bien, on peut vraiment mettre en valeur le sujet et on peut vraiment créer quelque chose d'intéressant. Donc voilà vraiment la grande différence. Je vais vous montrer maintenant avec une ouverture à 4. Donc on est reparti avec une ouverture à 4. Je vais me remettre à 800 ISO, c'était à peu près notre réglage qui nous convenait. Donc là, c'est parti. Je lance l'enregistrement. Et donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas réellement une grande différence. On ne peut pas vraiment discerner l'un de l'autre. Donc, même si je change la mise au point et que je veux faire la mise au point sur l'autre, on a quand même un petit flou qui est là, mais il reste quand même assez infime et ce n'est pas aussi flagrant que sur l'autre. Passons maintenant à un exemple pratique sur la vitesse d'obturation. Là, on a un ventilateur qui est en train de tourner. Mon réglage de vitesse d'obturation est le réglage recommandé, c'est-à-dire le double de la fréquence d'image par seconde. Je suis en 30 images par seconde, donc 1/60e de seconde en vitesse d'obturation. Le ventilateur est en train de tourner et vous pouvez voir que le mouvement des hélices semble parfaitement naturel. C'est-à-dire que si on regarde un ventilateur tourner, nous, avec notre vision sans l'aide d'une caméra, eh bien, c'est ce qu'on voit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter cette vitesse. Donc là, voilà, j'ai augmenté ma vitesse. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment une saccade entre les images. On arrive presque à voir l'espace entre chaque hélice. On voit un mouvement des hélices, chose qui, dans la réalité, n'est pas visible. Voilà pourquoi, si on cherche à avoir un rendu réaliste, il est important de se mettre sur ces fréquences-là. À l'inversement, si je descends en dessous, donc là, je vais me mettre à 1/60e de seconde, le réglage recommandé. Là, je viens juste de descendre d'un cran, on commence à voir une petite oscillation. À 40, on ne voit plus, et à 30, on ne voit plus. Vous voyez donc que vous avez quand même une petite marge de manœuvre et que vous pouvez vous adapter en fonction de l'intensité lumineuse et en fonction de la situation. Par contre, ce qu'il va vraiment falloir faire attention, c'est le rendu que vous voulez rendre et cette saccade qui peut être présente. Vous voyez que là à 1/60e de seconde, il n'y a rien. Là, si j'augmente un petit peu, on commence à la voir et ainsi de suite. Et plus je vais augmenter, plus on va la voir. C'est un paramètre à vraiment prendre en compte quand on est dans des éclairages artificiels. Tout simplement parce que les éclairages ont une intensité, surtout les éclairages néons. Là, vous voyez que sur l'éclairage que j'ai juste ici, j'ai beau modifier la vitesse, il n'y a rien qui va changer. On va avoir de fréquence d'oscillation sur la lumière. Mais surtout ce qui va être néon, lumière incandescente, eh bien on va avoir vraiment cette oscillation-là et ça peut poser problème sur votre tournage, donc faites bien attention à ça. Et si vous vous posez la question de quoi ça vient, eh bien ça vient de votre vitesse. Et il suffit vraiment de la régler
de chercher en fait, hein, généralement je vous le dis, si vous vous mettez au double de votre vitesse, vous n'aurez jamais ce problème là. Après ça peut varier, donc il suffit de jouer un petit peu, de regarder un petit peu avant, un petit peu après et de vous adapter. Si je pousse à l'extrême, donc là je vais pousser à l'extrême, hop, je vais me mettre à 3200 ISO. Voilà, là on peut vraiment voir que les hélices sont vraiment très nettes. Je vais l'enregistrer, je vais faire un petit enregistrement avec l'appareil. Donc là on peut vraiment voir que les hélices, on les voit hein, quasiment, c'est assez surréaliste. Il faut faire attention car ce n'est pas parce que vous allez augmenter votre vitesse d'obturation que vous allez pouvoir faire un ralenti. Là ça va vraiment être grâce aux images par seconde que la caméra va enregistrer que vous allez pouvoir faire un ralenti. C'est pourquoi je vais vous montrer un exemple tout de suite. Je vais donc ouvrir mes menus et je vais aller choisir un mode avec un grand nombre d'images par seconde. Donc là je suis sur le 600D. Vous pouvez remarquer que de la résolution de votre fichier va vraiment dépendre le nombre d'images par seconde. Et généralement, plus vous allez avoir un fichier défini, moins vous allez avoir d'images par seconde, car ça demande trop de ressources à la caméra. Elle est obligée de dénigrer un petit peu la qualité pour pouvoir augmenter en images par seconde. Donc là sur le 600D, comme c'est un vieil appareil, je vais seulement pouvoir être en 720p en 60 images par seconde. Mais bon, ça me paraît être un bon exemple, comme ça on peut prendre une référence sur un appareil photo vraiment entrée de gamme. Donc là, comme c'est 60 images par seconde, je vais me mettre donc à 125, hein, ce qui se rapproche le plus du double de 60. Hop, je vais baisser mes ISO, je vais essayer de faire quelque chose d'assez propre. Là, ça me semble pas mal. On est encore un petit peu lumineux, mais je trouve ça joli esthétiquement. Donc, je vais faire un plan. Vous pouvez remarquer que là, je suis bien réglé sur ma vitesse d'obturation, mais j'ai quand même une petite oscillation sur les hélices qui s'explique par le nombre d'images par seconde que j'utilise. Comme j'utilise 60 images par seconde, je vais pouvoir faire un petit ralenti et pouvoir ralentir un petit peu ces hélices. Après là, je prends un exemple qui est très rapide, donc ça va être quand même assez infime. Je vais quand même vous montrer un exemple entre le plan filmé à 60 images par seconde ralenti et le plan filmé à 30 images par seconde ralenti, et vous allez pouvoir voir quand même la différence qui est normalement flagrante. Je sais pas vous, mais moi j'en ai plein le boulard de ce mec qui racontait toute sa vie là sur la vidéo et tout. Je croyais qu'il savait des trucs, machin, mais il sait pas de quoi il parle le mec. Rien du tout. Bon, si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous êtes vaillant, hein. Je vous félicite déjà. Bravo. J'espère que cette vidéo vous a apporté des choses. J'espère que c'est un petit peu plus clair. J'ai essayé de faire une vidéo la plus ouverte possible, la plus accessible possible pour tout le monde. J'ai pas vraiment une démarche, que ce soit en photo, en vidéo, et tout dans ma vie très académique. Et je m'en sors pas trop mal jusque là, donc si vous pouvez vous en sortir aussi comme ça, et si mes tutos et mes infos, mes idées, mon expérience peut vous apporter quelque chose, c'est super bien comme ça. La photo, la vidéo, c'est généralement des passions qui vont rebuter beaucoup de personnes au commencement, au début, parce qu'il y a tellement de choses à connaître, il y a tellement de paramètres à prendre en compte, tellement de trucs, et ça inquiète souvent, ça fait peur, et généralement les gens se découragent très rapidement, et c'est vraiment pas le but. Je suis vraiment là pour vous motiver sur ça et vous dire que vous pouvez y arriver sans aucun problème. Moi, ça fait très longtemps que je fais de la vidéo maintenant, et vous pouvez parfaitement y arriver, vous pouvez parfaitement vous en sortir comme ça, et donc maintenant vous n'avez plus qu'à vous lancer. Du coup, forcément, après cette vidéo là, il doit y avoir plein de choses qui se sont éveillées en vous et plein de questions, donc surtout n'hésitez certainement pas en commentaire de me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir et j'essaierai de vous éclairer au maximum pour que vous puissiez avancer tranquillement. Cette vidéo, ça fait très longtemps que j'ai envie de la faire, ça fait très longtemps qu'il faut que je la fasse. Mais comme vous le voyez, comme vous l'avez vu, c'est une vidéo qui est lourde, qui est pas à prendre à la légère. Il fallait que j'ai l'énergie pour la faire, parce que c'est vraiment au commencement, au début, qu'il ne faut pas rater le coche. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut réussir à bien se lancer. J'ai vraiment passé énormément de temps au début à galérer. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes comme moi qui proposaient des tutos comme maintenant sur YouTube, ça devient super facile. Il y a plein de gens qui se sont lancés, il y a plein de gens qui font des super choses, il y a plein de, que ce soit sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme, sur Internet en général. Et donc
Maintenant c'est beaucoup plus simple. À mon époque, il fallait expérimenter, il fallait faire de la merde, et de la merde, et puis encore de la merde, et puis voilà. Et donc c'était super compliqué. Donc maintenant franchement, profitez de tous ces outils-là. Chargez-vous de ce qu'il faut, mais essayez de vous charger le moins possible aussi. Moins on en sait, bizarrement, mieux on se porte. Et mieux on réalise des trucs, et plus on fait de choses. Plus on sait de choses, plus ça déprime et moins on fait. Vous ne prenez pas trop la tête avec la technique, prenez votre réflexe, partez filmer et puis ça sera toujours super. Voilà. Il y a plein de prochaines vidéos qui vont arriver au sujet de la vidéo justement, ça va vraiment être une série assez conséquente. On va aborder la stabilisation, on va même aborder le montage, toutes les choses, que ce soit les trépieds, que ce soit, enfin voilà, tout le matériel nécessaire à la vidéo. Il y a tellement de choses à voir. Mais la vie est longue, on a vraiment le temps, on va y aller tranquille et ça va être une super expérience. On va juste tourner. Alors comment je peux faire? Faut pas que vous ratiez ça quand même. Je suis pas venu à la mer pour rien. Tac. À l'heure où je filme cette vidéo, vous êtes 2847 personnes sur cette chaîne YouTube. Et j'ai été super content aussi de tous les commentaires que j'ai eu sur la dernière vidéo. Malheureusement, j'ai eu un petit problème de son que je ne pouvais pas remarquer de mon côté. Ça a été le même problème qui s'est passé avec la première vidéo de la chaîne, qui rendait le son inaudible sur certains téléphones, surtout, principalement. Et donc je n'ai toujours pas compris. Ça, c'est bien la seule chose sur laquelle j'ai jamais réussi à trouver la réponse, c'est bien ce truc-là. Du coup, j'ai mis vraiment de côté ce micro-cravate-là, j'en utilise un autre. Normalement, j'espère que ça fonctionne bien. Je suis vraiment désolé pour ça. Après, j'ai eu vraiment plein de super commentaires, plein de personnes qui ont vraiment ressenti et qui ont vraiment accueilli le message que je voulais transmettre. Et ça me fait vraiment super plaisir. Ça peut être que génial de voir qu'on a une communauté comme ça avec des personnes qui partagent les mêmes visions du monde et la même vision des choses. Et ça, c'est vraiment génial. Si vous voulez une expérience Artcademy-esque encore plus grande, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. J'essaie d'être le plus actif possible sur ces plateformes-là. Et ce qui est pas énorme, hein, mais c'est mieux qu'à une certaine époque. J'essaie d'envoyer un petit peu plus. Et n'hésitez pas à rejoindre l'aventure en vous abonnant sur la chaîne de l'Artcademy. J'essaie de revenir au plus tôt. Et si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une excellente nuit. Ça commence à se rafraîchir un peu, hein. La petite promenade au bord de la plage comme ça le soir, c'est vraiment top, hein. C'est vraiment un truc seul ou accompagné d'ailleurs. Voilà, accompagné ça peut être très très bien. C'est souvent des super moments et puis tout seul c'est aussi très bien. Voilà, quand on se promène sur la plage comme ça avec 2847 personnes qui te regardent, c'est un petit peu surréaliste on va dire. Bon allez, je me casse. Salut, ciao.